Bonjour, je présente Madame Brigitte Bariol-Maté et Karine Hurel, qui sont en charge en fait de la FNAU. Et la FNAU, c'est la Fédération nationale des agences d'urbanisme. La FNAU rassemble une cinquantaine d'agences d'urbanisme qui travaillent aux côtés des collectivités sur les politiques urbaines dans une logique d'approche intégrée. C'est un réseau d'élus présidents d'agences d'urbanisme, mais c'est aussi un réseau qui rassemble 1700 professionnels des agences. La FNAU prend part au débat sur la ville et sur les territoires. Elle réalise de nombreuses publications et intervient aussi à l'échelle européenne et internationale. Alors, Madame Brigitte Bariol-Maté est diplômée en architecture et en urbanisme. Elle est architecte urbaniste de l'État en chef et depuis 2012, déléguée générale de la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Après avoir dirigé Épure, l'agence d'urbanisme de Saint-Étienne, et travaillé aussi dans les services de l'État et en exercice libéral. Brigitte Bariol-Maté est aussi experte au niveau international. Karine Hurel est géographe et cartographe. Aujourd'hui, elle est déléguée générale adjointe de la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Elle a été pendant plus d'une dizaine d'années responsable de la cartographie à la DATAR, puis au CGET, Commissariat général à l'égalité des territoires. Elle est spécialiste des enjeux de représentation. Elle mène des travaux de recherche-action, plus spécifiquement sur le thème de la représentation des flux et du mouvement, et sur le rôle de la représentation cartographique dans la prise de décision publique. Alors, le travail, enfin les informations qu'elles vont exposer, l'analyse qu'elles vont faire, s'appuient sur un travail très remarquable qui a été initié par la FNAU l'année dernière, qui est le grand colloque sur lequel chaque année ils travaillent, et qui portait précisément sur explorons nos futurs heureux. Et l'ensemble de ces travaux, de ces réflexions, a fait l'objet d'une publication que je vous montre là, de la revue Urbanisme, qui est le numéro précisément 74, et qui rend compte de ces 41e rencontres des agents d'urbanisme, travail qui s'est fait en grande partie à distance compte tenu des circonstances sanitaires que vous connaissez. Et pour terminer, je voudrais remercier Anne Charéron-Percher, qui est membre de notre conseil scientifique dans le concours Positif Futur, par qui nous avons pu joindre Madame Bariol-Maté et Madame Hurel. Je leur passe la parole parce que je pense qu'elles vont faire ça dans un duo. Et donc, nous allons écouter pendant une quarantaine de minutes et ensuite nous aurons la possibilité d'avoir des questions-réponses. Je vous signale que l'ensemble de ce webinaire est enregistré et sera placé ensuite sur le site de Positif Futur. À bientôt. Bonjour à tous, merci Jean-Éric Aubert pour cette invitation à présenter nos travaux dans le cadre de Positif Futur. Et puis je crois que vous vous engagez dans un concours de prospective et on est heureux de pouvoir vous présenter la démarche que nous avons conduite au sein de la Fédération des agences d'urbanisme au cours de l'année 2020, qui était une démarche de prospective assez inédite pour notre réseau. Jean-Éric Aubert l'a présenté. Donc, nous représentons les agences d'urbanisme qui sont des outils qui travaillent aux côtés des collectivités, qui ont la particularité d'être des outils d'ingénierie partenariale qui travaillent sur la connaissance territoriale et la prospective, mais aussi sur l'élaboration des politiques publiques, des documents d'urbanisme, et nous travaillons de manière assez étroite avec les acteurs du territoire. Dans l'ADN des agences, il y a beaucoup cette dimension de partenariat. Et donc, nous sommes effectivement à la fois un réseau d'élus locaux, présidents d'agences et de professionnels, et l'AFNO, qui est une petite équipe basée à Paris, anime ces réseaux, et nous faisons un certain nombre de travaux de publication, d'échanges de méthodes, de contributions aussi au débat parlementaire. Et chaque année,
nous organisons un colloque qui est en général accueilli par une agence et co-élaboré, co-porté avec la fédération dans un territoire qui dure en général sur 3 jours. Et donc, en 2020, enfin, à la fin de l'année 2019, nous avions décidé de conduire une démarche sur la prospective. Et puis, début 2020 est arrivée la pandémie et ça nous a confortés dans l'enjeu de se projeter sur des scénarios du futur. Et nous avons dû changer beaucoup nos modes d'organisation puisque nous étions partis sur des travaux qui étaient prévus en présentiel et une rencontre qui était prévue en présentiel. Finalement, nous avons tout fait à distance et autour d'une projection à 2040, explorant nos futurs. Donc, vous voyez sur la fiche qu'en parenthèse, il y a les peut-être heureux, puisqu'on va vous expliquer ça, c'était un postulat. Et donc, nous avons engagé des groupes de travail qui se sont projetés avec une méthodologie commune à 2040 pour essayer de changer les représentations de ce futur des vies territoriales et urbaines à 2040 et aussi pour identifier comment cela peut infléchir nos trajectoires dans les politiques publiques. Peut-être on peut passer la diapo suivante. Donc, non, celle d'avant. Vous avez là la liste des 12 groupes de travail qui se sont réunis, donc qui étaient des groupes mixtes qui rassemblaient des experts des agences, mais aussi des experts extérieurs. Donc, je ne sais pas si Anne Charéron-Perchet est là ce soir, mais elle a fait partie de l'un des groupes de travail, qui pouvaient être des représentants de collectivités ou des universitaires. Et donc, les agences étaient positionnées pour porter des sujets divers, donc, qui vont de la question du soin, de la santé, au regard porté par les enfants à 2040, sur la forme des villes en 2040, sur la mobilité, l'immobilité, sur une question qui est à l'agenda actuellement sur l'artificialisation des sols, comment on peut le réussir, sur le zéro carbone, sur la transition industrielle. Un groupe portait aussi sur les low-tech et les rapports territoriaux, sur le commerce, sur la mer, sur la fabrique de la décision publique, plutôt sur les processus, et un sur le numérique. Vous voyez la diversité des sujets qui relevaient du choix de chacun des groupes. Par contre, nous avions posé un certain nombre de postulats et une méthode commune. Le postulat de départ était de se projeter dans un futur qui soit heureux. On estimait qu'on est dans un contexte qui est quand même beaucoup marqué par les dystopies des futurs noirs et qu'il fallait, pour se projeter dans une démarche de prospective, aussi créer de l'adhésion et un futur qui soit désirable. Donc, c'était un postulat de départ, d'avoir un peu réussi les grandes transitions qui sont nos enjeux actuels, notamment la transition écologique. Et comment on pouvait changer les représentations avec ce postulat de départ. Alors, il y a d'autres méthodes de prospective, de scénario, ce n'est pas celle que nous avions retenue. Et nous avons travaillé avec un accompagnement de méthodologie de Stéphane Cordebès, qui est conseiller à la fois à la NCT et aussi à l'école d'urbanisme de Lyon. Et je vais laisser Karine vous expliquer un peu la méthode qu'on a retenue, et puis on reviendra plus dans la production que ça a donné et les scénarios qui en sont issus. Alors, merci Brigitte. Alors, donc, c'est à peu près 200 experts, on l'a dit tout à l'heure, qui se sont mobilisés.
à peu près 100 dans le monde des agences d'urbanisme et 100 dans le monde de nos partenaires, collectivités ou autres. Pour autant, c'était souvent, on essaye d'avoir des groupes qui sont très hétérogènes. Là, c'est pas tout à fait vrai et ça va peut-être se ressentir après dans ce qu'on aura produit, mais c'était des groupes qui étaient souvent des urbanistes ou des géographes, un peu issus un peu du même monde, mais avec des ancrages territoriaux très différents, des tailles d'organismes très différents, mais peut-être un peu le même monde. Ces 200 personnes, alors c'est ce qu'on a proposé, nos 12 ateliers pilotés par des agences. On leur a proposé donc, des postulats communs, c'était une obligation. Ils devaient nécessairement se mettre dans un contexte de transition réussie, d'être plutôt dans un univers heureux, alors ou tout du moins souhaitable, ça a été un peu réajusté, et donc d'avoir un scénario, une représentation qui soit quand même, qui donne envie. Ça, c'était vraiment des contraintes. En revanche, sur la méthode, on leur a proposé une méthode d'accompagnement, d'animation particulière, mais ils ont eu le choix de faire comme ils voulaient. Il y en a eu 10 qui ont pris cette méthode, 2 qui ont fait un peu différemment, plutôt sur la base d'entretien. Peut-être dans les travaux, on a un petit peu moins de production de prospective, un peu plus de situation. Sur le dispositif, il s'est étendu sur à peu près 6 mois et on a fait une utilisation de méthode prospective qu'on appelle la dire d'experts. Et ils se sont réunis 4 à 5 séances en groupe collectif. Alors des groupes qui étaient entre petite dizaine à plus d'une vingtaine ou 25, avec parfois des auditions, de l'expertise, creuser certains sujets, mais plutôt sur un groupe qui se retrouvait régulièrement. Ils avaient aussi une contrainte qui était celle de tous, hein, c'était de le faire en distanciel. Quasiment tous l'ont fait. Certains ont réussi entre 2 confinements à se réunir un petit peu en présentiel, ce qui facilite quand même la créativité. Mais là, la créativité s'est fait très majoritairement sur Zoom et finalement, ça a bien marché. C'était un peu un des questionnements de Stéphane Cordobès au départ, de se demander si ça allait marcher en distanciel. Ça a plutôt été assez créatif. Dans le fonctionnement, mais je fais très, très vite, mais pour que vous compreniez le principe itératif. Ce principe itératif de création prospective a été déjà utilisé dans d'autres démarches, notamment une démarche qui a été pilotée par la DATAR qui s'appelle Territoire 2040, mais il y en a eu d'autres qui ont été pilotées sur le même principe. Un principe de séance avec une contrainte qu'on avait de départ, hein, c'était de faire un seul scénario, ce qui lui a posé des problèmes méthodologiques, mais c'est bien un scénario heureux qu'on voulait, donc pas différents scénarios, mais quand même un scénario. On est parti de la crise aussi, c'était un postulat, c'est quand même se demander ce que la crise, en fait, personne ne l'a évacuée parce que on le vivait tous à ce moment-là. Les créations de groupes se sont constituées au moment du confinement, du premier grand confinement de mars l'année dernière. Donc ça donne aussi la connotation de ce qui a pu se produire et des résultats. La première séance, donc, elle posait la question de la problématique de chaque atelier, par où on rentrait et on énonçait. Donc chaque participant a énoncé des assertions pour se demander ce que la crise du Covid changeait et ce que ça voulait dire pour leur objet de prospective. Ça a donné des problématiques qui étaient restituées. Alors si je fais un exemple, par exemple, sur le commerce, eh bien, sur l'angle qui est les équipements commerciaux ou l'angle du service commercial ou du e-commerce, etc. Les énoncés sont faits et ils sont regroupés en problématiques particulières. Ça fait une séance qui est assez fatigante, mais qui produit énormément. Tout ça à récupérer, retravailler et la séance d'après, on présente les problématiques qui ont été produites la fois précédente, on recrée de la réflexion et là, on se projette dans la projection. C'est vraiment l'exercice créatif prospectif. On va imaginer ce qui va se passer à 2040. En 2040, pour le commerce, nous aurons plus de magasins. En 2040, pour le commerce, nous aurons des drones qui viendront nous livrer, etc., etc. Quand même avec la perspective que la transition écologique et les transitions de manière générale ont été réussies ou sont sur le chemin de la réussite. Ça crée des figures prospectives possibles, quand même plutôt heureux. La troisième séance, eh bien, on va assembler ces figures possibles et esquisser ce scénario heureux, cet horizon heureux, et on va essayer de le consolider. Donc, on revient en arrière et on se consolide en se disant voilà, comment nous sommes arrivés à ça, quelle trajectoire, quel chemin nous avons pu
emprunter pour arriver à finalement cet horizon. Et on va identifier des facteurs favorables, des facteurs défavorables, des leviers d'action ou des acteurs clés. Et petit à petit, on va consolider notre objet et identifier une trajectoire et des enjeux qui vont être un peu la construction de la politique publique. Alors, tout ça est très ramassé dans les exercices de prospective pour ceux qui l'ont fait. On peut prendre des fois plusieurs mois ou années pour arriver à tout ça. Nous, on a fait très flash. Ça montre, enfin, on a esquissé des pistes, mais on n'a pas creusé évidemment tous les sujets. La dernière séance, elle sert à consolider véritablement le récit prospectif en le rediscutant, en l'amendant et en créant du récit et aussi des représentations. Les représentations, ce sont les images pour pouvoir se représenter, montrer ce que pourrait être ce futur heureux. Voilà la méthode que l'on leur a proposée, qu'ils ont retenue dans la très grande majorité des cas. Et ça a donné, alors je vous donne un patchwork de représentations qui ont été faits sur les 12 ateliers de manière très différente et qui vont raconter des récits différents. Et s'est posé à un moment cette question de, et souvent c'est le cas dans les exercices de prospective, est-ce qu'on peut faire un méta-scénario? On a plein d'horizons possibles qui vont vers des futurs heureux ou souhaitables ou soutenables, mais est-ce qu'il y aurait un méta-scénario qui pourrait être fait? Et donc, est-ce qu'on pourrait les mettre en cohérence, etc. Ça a été un débat. On a choisi, guidé par Stéphane Cordobès, de ne pas faire de méta-scénario qui ne nous servait pas et que quelque part, les incohérences, c'était aussi des sujets de friction, c'était intéressant. Et donc, je ne vous présenterai pas de méta-scénario. Ce qu'on va vous présenter, c'est plutôt les figures communes que l'on retrouve dans les scénarios. Et puis, on vous présentera deux groupes de résultats plus précisément pour que vous puissiez rentrer plus dans les sujets des scénarios. Alors, sur les figures communes que l'on décèle en fait dans ces 12 récits, peut-être qu'il y en a un et on commence par celui-là, c'est la figure du vivant. C'est vraiment un élément que l'on retrouve régulièrement dans les scénarios. Alors, il faut tout ça aussi le remettre dans le contexte, c'est un contexte de production Covid, un contexte de production où le postulat de départ est d'arriver vers des scénarios heureux et avec des transitions réussies. Donc, évidemment, ça teinte d'une certaine manière les résultats, mais ils étaient totalement choisis et assumés. Et donc, la première figure qui s'impose véritablement, c'est celle du vivant. On la retrouve partout. Et ça crée des récits à 2040 qui font que on n'est plus dans un contexte où la priorité serait l'attractivité ou la compétitivité, qui sont des mots d'ordre qui ne sont pas si anciens que ça dans l'aménagement du territoire, et qu'on est plus dans une participation avec le vivant, où on prend en compte la qualité des humains et où on prend en compte la cohabitation. Alors, je cohabite avec les humains, mais je vais aussi chercher à cohabiter de manière égale avec les animaux, la végétation ou même les ressources matérielles. On prend conscience en 2040 véritablement, et donc ça veut dire qu'on le met dans les actes, que les ressources matérielles sont finies. Il y a une finitude et donc on ne peut plus les puiser comme on le faisait jusqu'à présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un aménagement de ce territoire qui prend soin. Il y a un atelier qui s'est consacré à cette problématique de prendre soin. Prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres, c'est prendre soin de son environnement. Ça crée des problématiques ou des figures qui sont vraiment tournées vers la sobriété, qui revient régulièrement, vers la décarbonation, vers le zéro. Souvent, ce terme est utilisé, zéro déchet, zéro artificialisation. Et les termes qu'on retrouve régulièrement, c'est le raisonner, c'est la frugalité, c'est essayer d'optimiser, de rééquilibrer. On est dans la réparation. Vraiment, ce qu'on voit dans beaucoup de scénarios de ces 12 ateliers, c'est cette régénération, cette réparation, ce soin au vivant. Ça, c'est la première figure, celle qui s'impose véritablement dans la lecture transversale. La deuxième figure que l'on voit apparaître, c'est celle du local. Alors, on va parler de local, mais pas de localisme. On n'est pas vraiment... il n'y a pas de scénario qui prône un retour à l'autonomisation locale, mais on est plutôt sur essayer de se recentrer sur des types de territoires et régulièrement revient, alors, on est dans un monde urbaniste, du terme biorégion. Alors,
une échelle qui serait une échelle plutôt locale, mais quand même de grande taille, et qui se défait des périmètres administratifs et des périmètres réguliers. Et ça recrée certainement la possibilité d'avoir des circuits courts, hein, sur l'alimentation, ou la relocalisation, comme le montre le groupe sur l'industrie. Ça crée vraiment un intérêt local. Alors, on sent aussi une forme de nébuleuse, parce que c'est un peu le principe de la biorégion, c'est qu'il pourrait, ce périmètre, se modifier ou évoluer selon les problématiques. Donc, on va plus être dans des territoires modernes que l'on connaîtrait aujourd'hui, de territoires bornés, fermés, mais plutôt sur des territoires qui changeraient selon les problématiques, qui prendraient en considération aussi la nature, les actants, d'autres types d'acteurs, l'économie, et qui seraient véritablement plus dans l'hybridation, plus dans l'adaptation. Et donc, c'est les figures qui vont se dégager de ce principe du local, ce retour au local, ce portage du local peut-être, la modularité, l'hybridation, la réversibilité, le transitoire, l'adaptabilité. On est vraiment dans cette logique-là de ces territoires, et ça crée un aménagement qui est évidemment différent de celui que l'on peut connaître, que l'on a connu jusqu'à présent. Et peut-être que la troisième figure que l'on voit, que l'on peut lire de manière transversale, c'est la coopération. Alors, on nous a beaucoup fait remarquer lors de la mise en débat de ces ateliers, lors de la 41e rencontre que l'on a tenue en décembre l'année dernière, qu'il n'y avait pas de conflit dans nos scénarios. Souvent, on aime bien les conflits, on aime bien les éléments de rupture. Alors oui, évidemment, on était dans un postulat heureux. On ne les a pas fait disparaître totalement quand on a fait le trajectoire et les récits. Mais effectivement, ils sont moins présents. Mais je pense aussi que c'est un maître mot. Il faut le remettre dans le contexte du Covid aussi. Je pense qu'on n'avait pas envie d'aller sur des conflits, mais plutôt de se dire qu'il fallait être dans la coopération. Et donc, le maître mot, c'est coopération dans des systèmes sociaux, environnementaux, qui sont vraiment en coopération les uns avec les autres et les uns à l'intérieur des systèmes que l'on observe. On voit aussi une multitude d'acteurs de plus en plus présents dans ces scénarios qui vont être très divers. La société, les citoyens, dans beaucoup de scénarios, se prennent en main, créent beaucoup de coopératives, de coopération, et ça va générer en 2040, hein, dans ces récits, des outils de délibération de plus en plus présents. On va avoir besoin de lieux de concertation plus complexe, où on va mettre beaucoup plus de monde autour de la table. On imagine aussi dans ces coopérations, et là on est dans un monde urbaniste, un nouvel outil de planification qui serait éco-planification. On va prendre d'autres référentiels en regard. Et puis on pense différemment la production de richesse, où elle va ne plus intégrer les coûts de production, mais aussi des coûts liés à l'activité ou les conséquences que sa production pourrait peser sur l'humain ou sur le vivant non humain ou sur les ressources. Et enfin, dans cette coopération, ce serait un avènement démocratique. Et ce que l'on voit beaucoup apparaître dans les scénarios, c'est une invitation à la décentralisation, à une contribution plus forte à d'autres types d'acteurs, les citoyens, mais aussi peut-être la nature ou d'autres types de coopération. Voilà, c'est ces trois grandes figures. Et là, on est vraiment sur le mot du transsectoriel, transdisciplinaire, plus de parties, d'interterritorialité, pour d'autres termes, de coopération. Alors, on pourrait le lire de plein de manières différentes. En réalité, c'est un choix qui est fait, et c'est une proposition d'analyse. Mais c'est quand même des éléments qu'on retrouve et qui sont assez saillants dans quasiment tous les productions des ateliers. Alors, on va vous présenter deux groupes en particulier pour que l'on se projette dans les récits qui ont été faits. Un sur le low-tech, le groupe qui a travaillé sur le low-tech, c'est moi qui vais vous présenter, et Brigitte qui a travaillé sur le numérique, rentrera encore plus précisément, puisque c'est elle qui l'a piloté, sur l'atelier du numérique. Alors, il y a un groupe de travail qui avait proposé
de se projeter sur la ville low-tech en 2040. C'est un groupe qui a été piloté par l'Institut Paris Région, qui a regroupé une bonne quinzaine de personnes, d'experts sur le sujet, d'agences, mais aussi du monde de recherche ou des coopératives plus spécialisées sur le sujet. Et eux, ils sont partis vraiment de la crise Covid, hein, et ils ont essayé de tracer un chemin sur ce que serait le monde du low-tech, cette vie low-tech en 2040. Alors, avec un postulat qui est que évidemment, ce groupe a remis en question la société tout high-tech, mais elle ne part pas de l'idée qu'il faut la supprimer. Elle part de l'idée qu'il faut la mettre en débat. Alors, c'était en plein dans le débat de la 5G, mais ça pourrait être tout à fait aussi sur le débat qu'on pourra tous avoir sur l'intelligence artificielle. Enfin, c'est vraiment re-questionner les innovations high-tech et puis re-questionner une société de la consommation. C'était vraiment les deux postulats de départ. C'est le low-tech, c'est ce postulat que le low-tech critique. Et ils sont partis de cette crise du Covid qui a questionné quand même la société sur toutes ces innovations high-tech. Et elle dresse un chemin. Alors, quand on regarde le chemin, on voit qu'il y a des crises quand même, des crises qui sont liées aux ressources, mais aussi des crises sociales, et puis des innovations qui sont extrêmement nombreuses. Dans le chemin de gauche, ce sont des femmes en fait qui pilotent, je personnalise, qu'elles ont identifié. Alors, elles ont identifié aussi une crise sanitaire Covid-36, mais bon, on espère qu'en 2036, il n'y en aura pas. Mais voilà, elles imaginent tout ce chemin-là. Et qu'est-ce que ça dessine une société du low-tech heureuse, hein, quand même. C'est une société qui remettrait vraiment l'individu en capacité de pouvoir maîtriser ses outils. L'high-tech a quand même comme défaut d'éloigner particulièrement la compréhension qu'ont les citoyens de ces outils-là et aucune capacité à la réparabilité. L'idée de cette société, c'est une société où l'habitant, le citoyen, il est capable de prendre en main ces innovations, et elles peuvent être tout à fait intéressantes, mais elles vont se poser la question, ces citoyens, ils vont se poser la question de savoir si c'est utile. Donc, les innovations high-tech pourront être utiles et il faut continuer à les avoir, mais il faut aussi en débattre et il faut créer des innovations qui soient beaucoup plus adaptables, beaucoup plus à l'échelle du citoyen, de l'humain, et réparables. Donc, on est vraiment dans une société de la réparation. Et pour cela, elles imaginent énormément de formation, d'accompagnement pour que, ce n'est pas un retour à la charrue, hein, mais c'est bien de savoir faire des choses par soi-même, de créer des innovations que nous pouvons fabriquer, réparer, où on se pose des questions de l'utilité. Donc, il y a un vrai chemin qui est fait. C'est aussi une société qui aurait réglé son angoisse du vide et sa volonté d'avoir beaucoup. Et donc, de se dire, je vais peut-être pas consommer et avoir énormément de choses, mais finalement, ce que j'ai, c'est utile. Et donc, se changer son schéma de pensée et son schéma de bonheur. Ça a été un sujet qui a cheminé un peu tout au long aussi des ateliers, la question du bonheur. Et puis, c'est une société qui serait aussi partie prenante ou un peu plus calme, un peu plus slow, hein, c'est vrai, avec moins de mobilité, plus de local, plus d'agriculture locale aussi. Alors, ils imaginent dans leur processus un rééquilibrage en termes d'aménagement du territoire, une présence des plus petites gares, une réouverture des gares dans le territoire, etc. Ça, c'est... Voilà. Et puis, elles imaginent une part importante prise par les entreprises qui seraient plus dans la coopération et qui se poseraient véritablement la question de leur modèle économique, non plus basé sur des logiques de production et de recherche de coûts, mais sur le moindre coût qu'elles pourraient faire peser sur les ressources. Voilà. Donc, un portrait que je dresse rapidement, mais qui montre une mise en récit, et là, on va retrouver clairement la figure, et dans la représentation qu'ils ont faite d'images de photomontage, on retrouve la relation à la nature, le local, et puis très fortement la coopération. Voilà, et du coup, je laisse la suite. Alors, je ne sais pas si... Alors, vous avez peut-être remarqué aussi, nous ne l'avons pas précisé, mais dans les prérequis, nous avions demandé à chaque groupe de formaliser son scénario par un texte, mais aussi avec une autre représentation qui obligeait
à sortir des représentations classiques, donc qui pouvaient être une représentation graphique, qui pouvait être une carte, qui pouvait être une vidéo avec des personnages qui incarnaient une représentation d'un mode de vie en 2040, ou bien des bandes dessinées. Et donc, cet exercice de transformation des modes de représentation était aussi une partie importante. Dans les figures aussi qui ont été récurrentes, c'est que les scénarios n'étaient pas des mondes monolithiques, mais plutôt des coexistences de différentes manières de fonctionner et de vivre. Et si on peut retenir aussi deux figures qui ont été récurrentes dans les groupes, c'était l'enjeu de la formation, de l'apprentissage, qui est revenu très souvent, et puis aussi celui de l'hybridation entre du high-tech et du low-tech, entre du local et au contraire du très éclaté en archipel. Donc cette notion d'hybridation, elle était aussi un fil rouge qu'on a retrouvé beaucoup dans les scénarios. Alors, moi, je vais vous présenter l'atelier 12 qui portait sur un monde numérique inclusif. Peut-être on peut avancer, qui en fait s'est structuré autour de 4 axes qui illustrent bien d'ailleurs cette question de l'hybridation. Que le premier axe est celui que nos modes de vie en 2040 seront entre monde réel et monde virtuel dans un espace beaucoup plus flou qui fera que les distances se seront estompées du fait de technologies différentes, que ce soit les hologrammes, l'intelligence artificielle, le recours à de la traduction simultanée qui effacera un peu donc, les distances entre le réel et le virtuel. Et en développant ça, ça aura un impact sur notre mode d'organisation spatiale. Alors, ce groupe avait retenu le principe d'une représentation par bande dessinée qui était en plus une bande dessinée augmentée, c'est-à-dire avec des possibilités interactives quand on cliquait sur, mais ce qu'on ne peut pas vous montrer ici, sur certaines parties. Et donc, c'est une représentation de ces réunions et de ces modes de travail, mais aussi d'enseignement, de services comme la télémédecine à distance, qui vont profondément sans doute changer nos rapports de manière dématérialisée. Peut-être la deuxième image. Et la conséquence était sans doute que les espaces de vie seraient aussi plus adaptables, modulaires, réversibles, moins figés, encore là, plus hybrides, que ce soit entre les lieux d'habitation, de vie qui sont déjà des lieux de travail, des lieux de scolarisation, de recours culturels et les espaces de travail, les bureaux, qui sont vraiment très fortement questionnés, notamment à l'aune de la crise de la Covid, dans leur utilisation, leur conception, avec un télétravail qui fait que notamment les grands quartiers d'affaires sont vraiment re-questionnés dans leur légitimité, leur fonctionnement et leurs limites qui ont été montrées dans cette période. Peut-être la diapo suivante. Donc, le groupe avait aussi dans le scénario, toujours qui était dans un futur souhaitable, que ces évolutions permettraient sans doute un aménagement du territoire plus équilibré qu'il ne l'est aujourd'hui en termes de développement, que ça pouvait donner sa chance à des villes intermédiaires, permettre leur revitalisation par d'autres stratégies résidentielles permises notamment par le télétravail,
et aussi une autre organisation des activités permises par contre par une bonne couverture numérique. Donc ça, c'était le premier axe. Il y en avait un deuxième qui était là aussi très fort, c'est la notion de droit au numérique pour tous. Donc un droit au numérique qui serait un droit fondamental, vraiment une notion de pacte social dont le numérique serait une partie importante, et l'enjeu de développement d'une culture numérique qui soit basée sur la transparence et la responsabilité. Et donc, on doit pouvoir passer les diapos suivantes. Donc, l'idée était d'avoir un droit au numérique qui soit inscrit, y compris dans les droits fondamentaux au niveau européen ou national, qui ouvrirait l'accès à une éducation tout au long de la vie au digital, alors à la fois au niveau technique, mais aussi au niveau critique pour être acteur, qu'il puisse y avoir un numérique qui s'adresse à tous, notamment aux personnes handicapées, exclues, que c'était aussi un droit à l'e-citoyenneté, et donc ça supposait aussi une maîtrise des données personnelles et un droit à un équipement digital minimum et bien sûr une connexion de qualité pour tous. Et puis bien sûr, dans le groupe ont été abordés les enjeux de liberté, de cybersécurité, comment ça pouvait à la fois fragiliser les États démocratiques, mais aussi faciliter des approches totalitaires. Donc là aussi, l'assistance a été mise vraiment sur le rôle de l'éducation, de l'intermédiation et de la préservation des droits des personnes. Il y a une notion un peu de droit qui s'est dessinée dans cette logique de numérique pour tous et inclusif. Et puis, au travers de cette responsabilité, bien sûr, un rôle important qui revient à la notion de local dont parlait Karine, de responsabilisation des collectivités locales, plus comme acteurs qui animent la gouvernance de la transition numérique, par exemple, pour les données. Et puis aussi, et ça va ouvrir sur le sujet et la diapo suivante, l'enjeu d'un numérique qui soit responsable et d'une vraie sobriété numérique pour être moins consommateur, plus respectueux des ressources. Et donc, il y avait un troisième thème, diapo suivante, pour un monde digital décarboné, donc puisque actuellement le digital est quand même un assez fort consommateur d'énergie et surtout avec une forte progression. Donc, comment imaginer un monde digital zéro carbone? Alors, bien sûr, il y a des évolutions du contexte énergétique qui devraient faciliter une moindre consommation, mais il y avait aussi dans le scénario l'idée de développer des infrastructures numériques plus décentralisées, de développer vraiment une économie circulaire du numérique, de lutter contre l'obsolescence programmée, y compris de recyclage. Donc, on avait aussi déliré un peu. Dans le groupe, on avait imaginé des Apple recycleries qui permettraient de reconstituer des outils et de bricoler aussi chez soi. Il y a un peu la notion de low-tech qui était ressortie. Et aussi, ce qui apparaît peut-être pas ici, la question de saut technologique, notamment venant d'autres continents, par exemple africains. Avec derrière tout ça un enjeu vraiment de faire évoluer les modèles économiques du numérique et d'avoir des approches économiques en coût global, mais aussi des dispositifs de régulation à une échelle plus internationale
pour faire face bon, à cette question de sobriété, mais aussi de droit, de maîtrise des données ou du développement. Et donc, la nécessité de voir apparaître là aussi pour ces changements des régulations politiques, mais aussi dans lesquelles les acteurs citoyens ou acteurs intermédiaires jouent un rôle important. Et puis, donc, pour ouvrir sur le dernier sujet, qui est celui de la gouvernance, de la souveraineté des régulations autour d'une implication à la fois des citoyens, d'un rôle du local plus important et notamment des autorités locales, le scénario donnait vraiment un rôle important à l'Europe pour être un acteur d'un modèle de développement numérique qui soit inclusif et responsable et qui permette ce qu'on a un peu évoqué, ces modes de vie aussi hybrides entre des approches à la fois locales de proximité et des vrais archipels numériques qui construisent des réseaux d'affinité mais avec une certaine protection. Alors, on imaginait aussi des crises. Donc, à un moment, on avait évoqué une dislocation du principal réseau social du fait d'une cyberattaque, parce qu'il y aura certainement des crises et des négociations et des instances de régulation et elles sont sans doute sous-jacentes. Il y a des discussions en cours qui vont déjà assez loin de ce point de vue-là et un rôle vraiment d'un modèle européen du numérique assez responsable qui puisse trouver sa place entre un modèle pour l'instant anglo-saxon un peu prégnant et aussi asiatique qui soit un peu la voie qu'on défendrait en 2040. Voilà peut-être ce qui est ressorti rapidement brossé de ce scénario. Et pour peut-être, avant d'engager la discussion et d'aller plus loin, alors ça n'a pas été un one-shot puisque ce matériau qui a été constitué au cours de la rencontre constitue aussi des axes de travail qui, pour certains, se poursuivent. Par exemple, on continue à travailler, alors pas avec les mêmes méthodes, sur l'objectif zéro carbone. Nous continuons à travailler aussi sur la question du zéro artificialisation nette. Et puis, on essaye de faire vivre aussi ces contributions à travers donc les actes de la rencontre qui ont été présentés au début, mais aussi une série de podcasts qui essayent de faire vivre des points de vue, de faire rentrer par le sonore et le récit dans ces scénarios. Et puis, comme nous avons trouvé que cette démarche était intéressante justement dans cette période un peu d'incertitude qui appelle à se projeter dans le monde d'après. On va utiliser aussi cette méthode de prospective pour une autre contribution qui est celle-ci à l'échelle internationale puisqu'on travaille pas mal sur les échelles aussi de coopération internationale et qui visera à préparer la contribution des acteurs français pour le Forum urbain mondial prochain qui se tiendra à Katowice en 2022. Voilà. Donc, on a essayé de vous partager, Karine et moi, cette expérience qui était assez inédite pour nous, mais qui a été une belle expérience. Et donc, on espère que vous aurez des contributions très riches dans votre concours. Merci infiniment à toutes deux. C'était extrêmement intéressant, riche et stimulant. Je ferai 2-3 observations et j'aurai 2 questions.
Je signale pour ceux qui souhaitent poser des questions qui sont dans l'assistance virtuelle, si je puis dire, vous avez une possibilité de questions et réponses. Donc, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Nous les voyons et nous les répercuterons aux intervenantes. Là, les observations que je voudrais faire, c'est d'abord combien le sujet que vous avez abordé est au cœur de nos propres préoccupations. L'intérêt du concours, c'est véritablement une réflexion sur les futurs heureux. C'est la raison même pour laquelle tout le concours positif futur a été élaboré, c'est pour venir en contrecarrer précisément ces visions dystopiques, y compris d'effondrement qui se répandaient depuis quelques temps. Et la première année était fondée, effectivement, était focalisée sur la question de l'urbanisme et de la vie dans la ville, la vie dans la ville. La deuxième observation que je voudrais faire, c'est combien, finalement, ce choix de futur heureux renvoie à un modèle qui est quand même très opposé à celui que nous avons connu depuis 2 siècles. Tout le processus de développement de nos économies depuis la révolution industrielle, c'est beaucoup finalement imposé par la destruction du vivant, de la nature, sous diverses formes, des processus de centralisation qui vont contre le local et dans un esprit de compétition. Et précisément, c'est ces 3 éléments qui sont remis en cause dans cette vision heureuse du futur. Je trouve que c'est intéressant de le souligner parce que on a vraiment le sentiment qu'il faut remettre les choses complètement à l'envers de la façon dont elles se sont développées depuis 2 siècles. Le troisième observation que je ferai, c'est qui est précisément illustré par les 2 scénarios que vous avez présentés, ou du moins les 2 thèmes, celui du low-tech et celui du monde digital. C'est qu'en fait, on est dans une cohabitation de la technique, là en l'occurrence, à la fois de possibilité qu'on reste sur quelque chose de très modeste et qui est appropriable par tout un chacun d'une certaine manière, y compris dans des réparations très basiques. Et puis en même temps, il y a cette projection assez, je dirais, fantasmatique dans un monde digital qui lui-même ne soumet pas le citoyen, mais lui-même est aussi appropriable par le citoyen de différentes manières. Donc cette espèce de cohabitation de la technique qui est d'une certaine manière maîtrisée dans ce monde heureux. Alors maintenant, j'ai quand même 2 questions. La première, c'est est-ce que quand même cette vision du high-tech et du digital, par rapport à ce qu'on voit de certains freins, par exemple à l'installation de ce qu'on appelle les smart cities, ou d'un certain aspect de numérique, y compris les voitures autonomes, aujourd'hui on revient un peu à cette idée que les choses vont se faire peut-être pas si vite que ça. Et quand même, la vision que vous avez en 2040 est celle d'un monde où le digital a pris beaucoup de place et de manière assez extraordinaire. Je me posais la question, est-ce que par rapport à ce qu'on ressent aujourd'hui sur les freins, notamment de Smart Cities, c'est réaliste? Et la deuxième question qui est plus large, c'est que c'est quand même magnifique ces scénarios qui ont été imaginés. Et moi, je suis très impressionné par la créativité de tous les participants qui ont élaboré ça et par l'efficacité de votre travail de prospective. C'est bien stimuler les imaginations. Je me posais la question, et comment vont-ils les mettre en œuvre concrètement? Est-ce qu'on peut espérer qu'on va passer de l'idée à l'action, et comment cela est envisageable, et qu'est-ce que vous faites, vous, au niveau de l'AFNO, pour éventuellement stimuler cette mise en application? Mes 2 questions. Voilà. Ah,
Je commence, Karine, et tu poursuivras. Peut-être déjà sur votre remarque sur la rupture du modèle de développement. Oui, mais c'est certainement une bifurcation quand même assez radicale qui est à faire dans les 30 ans à venir si on veut tenir les engagements sur le climat, si on veut accueillir aussi une croissance démographique d'une population qu'il faudra nourrir. Donc, on est quand même obligé de changer assez radicalement les modèles de développement. Et c'est pour ça que ça nous semblait important d'avoir une représentation qui soit positive et non pas punitive, parce qu'il va falloir créer de l'adhésion, donc créer du récit qui emporte pour que ça advienne. Donc, sinon, par rapport à vos remarques, est-ce que ça ne va pas si vite que ça? Je ne suis pas sûre que tout ce qui est déjà imaginé, qui reste de la prospective, donc qui ne se réalisera pas de cette manière-là, est déjà quelque part présent, peut-être pas visible, mais latent. Et il faut savoir le guider, le réguler dans ces changements. Vous parliez de la voiture autonome, elle existe déjà, il y a déjà des voitures qui conduisent seules, on peut conduire sans le volant, sans tenir le volant. Et donc, il manque juste un peu une massification. Donc, j'ai l'impression que voilà, ce futur qui paraît une représentation lointaine, il est déjà en germe, latent, présent. Sur la question de la Smart City, il y a eu effectivement un modèle de Smart City développé, enfin, créé par IBM, véhiculé, qui reste encore très puissant hein, dans beaucoup d'endroits du monde. Mais notamment en Europe, il y a une véritable critique et des actions de régulation et d'un autre modèle. C'est assez récent quand même qu'il y ait une réflexion sur le numérique inclusif. C'est assez récent qu'il y ait une réflexion sur la sobriété numérique, mais c'est quand même très présent. Il y a des travaux, il y a des rapports parlementaires dessus, il y a des actions aussi de régulation au niveau européen. Donc, ce processus de critique citoyenne, écologique d'un modèle qui a été un peu dominant à un moment, au moins dans le contexte européen, il me semble qu'il est quand même déjà en marche. Et puis, sur les poursuites, c'est vrai qu'on essaye de tirer ces fils sur de prospective sur des dossiers peut-être plus concrets. On travaille actuellement, on s'est mobilisé assez fortement. Il y avait le projet de loi climat et résilience qui était en débat sur les bases de la Convention, des propositions de la Convention citoyenne à l'Assemblée. Et alors, pas sur tous les champs, mais on a particulièrement investi des propositions, par exemple, sur l'artificialisation des sols, pour essayer d'en faire un mode opératoire. Voilà, donc on investit des sujets qui sont de notre champ pour être là plus dans l'expérimentation ou de la proposition. Oui, Karine, tu veux peut-être aussi, et puis on vous laissera revenir. Peut-être moi, ce qu'il est important de dire, et ça fera en partie écho à la question qui a été posée dans le chat sur les rêves de Bobo. C'est probablement, si ce n'est des rêves de Bobo, des rêves d'urbain. Mais ce qu'il faut comprendre quand même dans une démarche de prospective, c'est que la prospective, finalement, elle se fait moins pour les scénarios, même si c'est ça qu'on retient, et d'ailleurs, on n'est pas obligé d'en faire, hein, mais moins pour les scénarios et les récits pour les autres que pour la montée en compétence de ceux qui participent à l'exercice.
la véritable richesse d'un exercice de prospective, c'est bien ceux qui y participent et qui prennent le temps de réfléchir à ce qu'ils voudraient et qui prennent le temps d'en discuter. Et bon, et finalement, il faut un objectif de production et le scénario a un objet ludique. Et donc quelque part, c'est voilà, ça crée un intérêt, mais l'intérêt réel, et il faut bien que les prospectivistes qui mènent ce genre d'exercice en ont bien conscience, c'est la montée en compétence de ceux qui participent. Alors pour répondre à la question des bobos, pour pouvoir, être un peu plus dans une perspective multiculturelle, l'enjeu, il est des groupes de travail. C'est-à-dire, il faut et peut-être élargir votre exercice de prospective en est un, c'est un intérêt d'élargissement de d'autres personnes qui doivent participer et donc en fait, avoir un débat, entre eux sur ce qu'on veut plus tard et après, bah, effectivement, les scénarios, ça n'arrivera pas, c'est pas grave ou peut-être que c'est même déjà là, c'est souvent ce qu'on nous dit. C'est vrai que c'est déjà là, mais c'est des prospectives qui sont assez courtes, hein et vos pas de temps à 2100 permettent d'être de beaucoup plus dans la créativité, que là, c'est pas temps où en fait les politiques d'aménagement se mettent en œuvre maintenant pour dans 20 ans, voire dans 30 ans. Donc on est un peu moins dans du récit véritablement de projection, inventée que de recherche de, germes que l'on voit déjà apparaître, mais qu'on met en cohérence. En tout cas, le débat et la montée en compétence, elle se fait pour les gens qui y participent. Je veux bien juste faire une précision, si vous, juste si vous le permettez, par rapport à la question dans le chat. Par exemple, sur le groupe numérique, j'ai plutôt mis l'accent sur la dimension européenne, mais on avait associé des acteurs africains et on avait fait pas mal de propositions aussi sur l'intégration des prospectives par rapport au point de vue africain. Il y avait notamment un responsable de, du numérique dans un dispositif au Bénin. Voilà, donc on a cette préoccupation-là, même si on reste européen et porteur des valeurs et de l'action européenne. Mais c'est des exercices, je pense, qu'on peut assez facilement faire en ouvrant à d'autres acteurs culturels que ceux de notre champ habituel. Et c'est une richesse. Alors, la question, en fait, pour ceux, je ne sais pas si elle a été vue par tous les participants, mais je vais la restituer. Le problème, c'est qu'elle vient de disparaître. Mais la question était de dire, enfin, l'observation était de dire vos scénarios sont sympathiques, ce futur heureux est très bien, mais n'est-ce pas une vue de bobos occidentaux? Et est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte une dimension plus multiculturelle et qui, à ce moment-là, donnerait peut-être des scénarios moins séduisants ou qui devraient faire face aux réalités de pays moins développés. Donc ça explique la nature des réponses qui ont été faites par nos deux intervenantes. Ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, le concours Positif Futur a été lui-même pensé pour être des, enfin, donner lieu à des imaginaires dans toutes sortes de continents. C'est pas du tout uniquement un concours réservé aux pays développés. Et là, la dimension internationale est affirmée. Dans les années qui viendront, ça sera encore plus affirmé parce que cette année, on a mis l'accent plus, je dirais, sur un contexte français notamment en s'adressant aux écoles, les universités, aux départements concernés des écoles et universités, plutôt en France, et on a mis moins l'accent sur l'international. Et le concours Positif Futur s'adresse à l'ensemble des continents et des cultures. Donc la question, effectivement, sur ce que peut être un futur heureux dans d'autres continents, y compris des pays pauvres, est un vrai sujet. Et comment est-ce qu'on peut fabriquer aujourd'hui une vie dans la ville qui soit, d'une manière ou d'une autre, meilleure. Donc voilà. Peut-être Simon a des observations à faire, des questions. Et je répète, pour ceux qui sont branchés, n'hésitez pas à poser vos questions, y compris des questions provocatrices, dans le chat.
Merci Jean-Éric, et puis surtout merci à nos deux intervenantes. C'était des présentations très intéressantes et un travail très inspirant qu'il faut souligner. J'avais une question qui était plutôt pour vous, Karine. Lorsque vous parliez de la biorégion, vous avez évoqué un territoire, alors je ne sais plus si c'est le terme exact que vous avez employé, un territoire modulaire, ou cette idée-là. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu dessus? Parce que j'ai du mal à saisir véritablement ce que ça peut recouvrir comme réalité. Et je voulais aussi vous demander si la ville low-tech s'oppose à la smart city. Est-ce que c'est des choses, différentes versions d'une même chose, ou est-ce que c'est vraiment des choses très opposées? Puisqu'on entend beaucoup parler de la smart city, mais là, on ne sait pas du tout ce sur quoi vous avez mis l'accent, et j'aurais bien aimé votre point de vue là-dessus. Alors, je vais prendre la biorégion, puis peut-être je laisserai la smart city à Brigitte. Alors, la biorégion, c'est relativement flou d'ailleurs, hein, encore aujourd'hui, mais ça se baserait sur des logiques de périmètre qui sont en lien avec les problématiques de ressources. Et on pourrait imaginer des périmètres qui sont modulaires. Alors, on prend par exemple souvent la base du bassin versant, ce serait le territoire qui permettrait d'être dans une logique sur la gestion des eaux, mais aussi sur les bassins alimentaires. Mais ça pourrait être aussi de réfléchir et donc de ne pas avoir de périmètre administratif contraint, même si par exemple les régions ont été au départ un peu basées sur cette logique-là, mais vraiment de faire en sorte que ça change selon les contraintes. Donc sur l'alimentaire, d'avoir peut-être quelque chose de plus large, sur la gestion des eaux, quelque chose plus en lien avec les problématiques physiques, sur des problématiques de mobilité, eh bien, on pourrait imaginer des échelles différentes. Voilà, c'est en ça que l'on se baserait sur la biorégion, d'avoir quelque chose qui soit plus proche des problématiques de ressources, mais qui puissent être différentes selon les problématiques. Alors, low-tech et smart cities, non, c'est pas la même chose. Non, peut-être sur ce que j'expliquais aussi un peu avant, le concept de Smart City, il a été forgé sur des solutions très techno-centrées d'optimisation de la gestion de la ville. C'est une invention d'IBM, la Smart City. Et donc, il y a quand même un vrai mouvement qui est assez fort en Europe et en Afrique de critique de ce modèle pour dire les villes intelligentes, puis c'est la traduction française de la Smart City, c'est une intelligence plutôt dans la gouvernance, dans la mobilisation de toutes les ressources, que ce soit des acteurs privés, associatifs, ce qu'on peut appeler les actants, les citoyens, et dans une mise en synergie, y compris en utilisant des technologies low ou high. Mais cette dimension intelligence, c'est plutôt une dimension politique. Et d'ailleurs, les élus locaux, même nationaux, enfin, je ne les oppose pas, ils sont quand même beaucoup sur cette vision-là, qui est plutôt une vision politique, qui garantit des droits, qui est sur la mobilisation des acteurs, même s'ils utilisent des outils technologiques qui ont leur pertinence, qui ont leur légitimité et qui sont fort utiles. Sinon, peut-être il y a une question du spectateur, d'un spectateur sur l'architecture et l'aménagement physique des villes. Il y a certainement des impacts justement dans déjà l'organisation dans l'espace des personnes, dans leur mode de vie. Si on peut télétravailler 2 jours et être 3 jours dans un bureau, c'est pas du tout la même organisation des espaces de travail, c'est pas la même organisation des espaces de vie. Donc, on a besoin d'espaces de travail
à la maison qui soient adaptés ou qui peuvent être dans des tiers-lieux parce qu'il vaut peut-être mieux les mettre non pas dans le salon, mais dans un espace collectif mutualisé, y compris avec des services dans l'immeuble, dans l'îlot. Et donc, c'est toute la réflexion des tiers-lieux. Sur les quartiers d'affaires vraiment mono-fonctionnels, il y a un véritable effondrement du marché. Pas partout, ceux qui sont bien situés, bien connectés. Voilà, il ne faut pas imaginer que toutes les métropoles vont s'effondrer, que tout le monde va quitter Paris, ce qui peut être un scénario un peu avancé maintenant pour aller vivre que dans les territoires ruraux. Mais ça donne et une architecture plus modulaire, plus réversible, où on réutilise l'ancien, enfin une économie un peu circulaire de l'architecture et de l'urbanisme, et puis d'aménagement du territoire qui peut donner sa chance à des centralités secondaires bien connectées, où on peut imaginer de vivre à moindre coût, mais tout en étant proche des aménités urbaines et en même temps d'une qualité de vie proche de la nature, parce que ça permet d'autres modes de vie où on est à la fois au local et on peut être connecté avec le reste du monde en même temps assez facilement. Donc, voilà, ça ouvre quand même de vrais questionnements sur la conception, la programmation. Et puis, je voulais dire autre chose aussi sur les finalités d'un exercice de prospectif qui n'est pas tant le scénario final ou la figure qui sera jamais comme on l'imagine, mais c'est vraiment je pense qu'il faut vraiment prendre, et c'était le postulat de la démarche FNO et de beaucoup de démarches de prospective, c'est avant tout un outil de médiation, un outil de mise en convergence d'acteurs, un outil d'alignement stratégique pour aller vers des décisions plus concertées. C'est surtout la vertu de ces exercices de prospective et notamment de prospective territoriale qui sont des belles occasions de mobiliser ce qu'on pourrait appeler une intelligence collective territoriale, c'est-à-dire de mettre en convergence des acteurs autour d'une vision et d'un projet commun. C'est là où ça a une dimension politique. Le résultat compte peut-être moins que le processus, ou au moins le processus compte autant que le résultat. Merci pour ces réponses. Je voudrais juste revenir sur quand même deux choses qui sont dans les questions-réponses. Là, quelque chose un peu agressif à votre égard qui dit la Smart City est à l'urbanisme ce que le transhumanisme est à l'humanisme. Donc, c'est vrai que quelque part, il y a une interrogation assez forte. Peut-être vous souhaiterez rebondir là-dessus. Puis l'autre question, enfin l'autre observation, l'autre question est importante et elle rejoint, je crois, des préoccupations de Karine Hurel. C'est d'après vous, que signifient ces scénarios pour l'architecture et l'aménagement physique des villes? Avez-vous des visuels de ce à quoi ressemblerait concrètement cette ville future? Donc là, on est un peu sur les questions de représentation. Donc c'est cette vision de la ville future qui soit véritablement possible de percevoir. Comment cela se présente? Est-ce que vous pensez pouvoir progresser à la FNO sur ce sujet-là? Au moment où on n'en a pas, il y a un atelier sur les villes qui s'est tenu. Donc le récit a été écrit, le récit a été mis en balade sonore avec un podcast. Mais on l'a pas, ils ont buté sur la représentation. Donc on n'a pas d'esquisse de représentation renouvelée de ce que pourrait être la ville à 2040 ou au-delà. Donc malheureusement, on n'en a pas. Et c'est une vraie question alors, de cartographe. C'est comment on représente le territoire, les réseaux, comment on représente le sous-sol, comment on représente la nature. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses certainement à revoir, mais au-delà même d'un
peinture ou d'un dessin avec des arbres et des éoliennes sur les toits, hein, parce qu'en fait, c'est souvent comme ça qu'on représente les villes du futur, mais certainement qu'il faut aller au-delà des codes de représentation. Et donc là, on n'en a pas. Donc on a des récits, mais on a, désolé, pas d'image concrète de ce à quoi ça pourrait ressembler. Ça viendra. Il me semble que c'est pas évident. C'est-à-dire qu'il y a à la fois il y a le réel de nos villes qui, notamment en Europe, finalement, ne change pas énormément du point de vue de la représentation matérielle. Euh, Alors que peut-être en Asie, où on a un rapport au bâti, à l'existant, qui est beaucoup plus distancié, si je puis dire, on est capable de mettre à bas des villes ou de construire de nouvelles villes complètement à partir de rien très rapidement. Donc peut-être la représentation dans les cultures asiatiques est peut-être plus aisée parce qu'on est moins attaché à l'existant. La deuxième observation que je voudrais faire, c'est peut-être que les techniques modernes d'animation, avec le motion design, avec toute la conception en 3D, l'animation, et les mélanges à la fois de photos du réel avec de l'imaginaire, peut-être vont aider à ces représentations et peut-être ouvrir des pistes. J'imagine ça, c'est une spéculation. Et vous êtes spécialiste, donc je parle sous le contrôle d'une spécialiste qui va me corriger peut-être. Bah, en fait, on fait une petite digression sur les représentations, mais je ne suis pas sûre que les techniques changent les modes de représentation. En fait, si on ne change pas nos modes de représentation, qui seraient par exemple sur une carte, pour ce que je connais le mieux, une vue zénitale, où on ne voit le sol qu'avec une surface alors qu'il y a un sous-sol, si on ne met pas en avant le vivant, si on ne change pas nos mesures statistiques aussi, ou notre référentiel, on aura beau changer nos techniques en utilisant de l'animation ou de la 3D, en fait, ça ne changera pas vraiment notre regard, notre point de vue, notre focal. Et c'est bien tout ce qu'il faut changer certainement sur la géographie pour remettre ce qu'on apprenait, nous, dans les ateliers, enfin ce que les collectivement y étaient prônés, par exemple, mettre le vivant au cœur de notre pensée. Et aujourd'hui, si on regarde les représentations, le vivant n'y est pas. On voit des arbres et puis ça s'arrête là. En fait, le vivant, c'est beaucoup plus complexe. Le sol, c'est toute une épaisseur, une complexité, plein d'objets qui sont aujourd'hui pas représentés parce que c'est invisible sur, par exemple, des cartes. Donc, c'est probablement tout ça qu'il faut changer. Les nouvelles techniques, en fait, je pense, ce sont un miroir aux alouettes pour les cartographes notamment, qui en fait vont vers ça, mais ne se posent pas la question de le mode de représentation qui est plus ancien, extrêmement ancien en plus par ailleurs. Voilà, mais ça c'est peut-être un débat, un autre débat pour un autre séminaire. Ouais, c'est un sujet très intéressant. Simon, il m'a semblé que tu avais levé la main ou que tu souhaitais intervenir. Est-ce que je me trompe? Je n'ai pas levé la main, mais j'ai une petite question parce que la dernière intervention de Karine là m'a refait penser à ce qu'évoquait Brigitte sur la question de l'artificialisation des sols. Et j'étais juste curieux de savoir un petit peu plus sur ce à quoi vous aviez réfléchi sur la question et ce que vous proposiez sur ce problème qui commence à émerger de plus en plus. Alors, sur la lutte contre l'artificialisation des sols, effectivement, il y a des engagements à 2050 qui soient que l'artificialisation soit neutre, c'est-à-dire que toute artificialisation nouvelle soit compensée par une renaturation pour préserver les ressources, les fonctions du sol comme ressources climatiques, espaces agricoles, naturels et forestiers. Et ça pose des gros enjeux, effectivement, pour changer les modèles. Et donc, on plaide pour… alors, il y a la loi il y a une loi qui vient d'être votée, donc il va y avoir beaucoup moins
d'urbanisation, ce qu'on appelle en extension. Donc, ça veut dire changer les modèles, notamment du modèle pavillonnaire, pour avoir plus de reconquête des centralités, une intensification urbaine qui soit intelligente, parce que la densification pour la densification aussi pose d'autres problèmes, par exemple d'îlots de chaleur. Donc, il faut le conjuguer avec des approches de nature en ville, de recyclage urbain qui posent des problèmes de modèle économique, parce que c'est quand même plus cher. Et puis, il faut sans doute aussi avoir une approche vraiment de renaturation, comment on désimperméabilise des espaces qui étaient traités, soit des friches, soit des parkings, pour arriver à conserver cet objectif qui est un objectif européen ambitieux et qui suppose vraiment de changer les modes d'habiter, de concevoir les villes et aussi les modèles économiques. Très bien, merci. Je voudrais revenir sur la discussion précédente là, sur la représentation, où Anne Percher nous fait l'observation que la représentation physique de la ville du futur n'a pas un grand sens, car la ville est par essence un objet dynamique. Il faudrait présenter plutôt des use cases de pratiques urbaines. Ce que je pense use case, c'est des good practices, c'est des choses comme ça, c'est des cas qu'on peut utiliser dans ses propres politiques. Je pense que c'est ce qui est. Voilà, la réponse, enfin, c'est une observation qui n'appelle pas nécessairement une réponse, mais c'est de dire au fond, c'est pas facile de représenter la ville, quelle qu'elle soit, quelque approche on est, dans la mesure où c'est un objet dynamique. Il faut pouvoir lui avoir une représentation qui est évolutive et qui, quelque part, peut être aussi interactive avec les habitants. Ça ne me paraît pas incompatible avec ce que disait tout à l'heure Karine Hurel. Non, non, c'est pas incompatible, et probablement que la ville, de manière physique, il faut la représenter. Plein de raisons, hein, d'usage, un peu historique, hein, de cadastre, d'itinéraire, de compréhension de la ville. Enfin bon, donc il faut la représenter de manière à plat et puis dynamique, mais comme plein de phénomènes socio-économiques, en réalité, il faut la représenter de manière dynamique. Et là, il est vrai que sur les usages ou la réticularité, c'est la cartographie classique n'est pas très bonne pour cela. Et parce que quand on fait des flux qui sont de plus en plus déhiérarchisés avec une ville qui est de plus en plus en mouvement, eh bien, le représenter sans que ça soit un fouillis, ou sinon ça devient un résultat en soi, mais c'est complexe. Mais en fait, les deux ne sont pas incompatibles. En fait, la représentation, elle peut être très diverse selon ce dont on a besoin de faire avec elle. Il y a une question très intéressante là. Y a-t-il pour éviter l'étalement urbain d'autres options que la verticalité, la multiplication des tours n'étant pas forcément un horizon séduisant? C'est le problème effectivement de l'artificialisation des sols, puisqu'il faut réduire d'une certaine manière la surface qu'on couvre avec du béton. Et d'autre part, si on veut utiliser les possibilités de la végétation, des forêts et autres comme puits carbone, il vaut mieux effectivement construire de manière verticale. Donc la question qui se pose, c'est où est-ce qu'il y a le bon équilibre entre l'étalement et la verticalité? Ce spectateur anonyme a posé une très bonne question. Alors, la densité n'est pas obligatoirement la verticalité et c'est assez surprenant, ça peut être contre-intuitif, ce n'est pas obligatoirement avec des tours qu'on arrive à augmenter la densité, mais plutôt avec des systèmes de conception urbaine, de logements individuels groupés ou intermédiaires, où on arrive à des densités assez importantes. Alors bien sûr, ça dépend des contextes urbains et nous, à la Fédération et dans les agences d'urbanisme, on plaide beaucoup pour ne pas viser la densification pour la densification, mais avoir vraiment une approche intelligente des formes urbaines, du patrimoine, de son évolution,
approche aussi un peu bioclimatique de l'architecture et de l'urbanisme. Pour autant, il y a une opposition, enfin une culture anti-tour en France qui n'est pas du tout reflet du reste du monde. Et les tours peuvent trouver leur place, je pense, de manière intéressante dans certains contextes, pas dans d'autres, mais on peut faire tout à fait de la densité sans faire des tours. C'est intéressant de savoir qu'on peut faire de la densité sans faire des tours. Et là, c'est le genre d'exemple avec des visuels assez simples, à mon avis, serait très utile. Parce que ce n'est pas toujours facile d'imaginer ce que ça peut être concrètement parlant. Et, donc, là, il y a peut-être un travail important que vous pouvez faire de dissémination de ces images. Il nous reste une dizaine de minutes. Y a-t-il encore d'autres questions sur cette présentation qui était extrêmement riche? Mais je vous recommande la lecture de la revue qui a fait la synthèse. Je ne sais pas si elle n'est pas accessible en ligne sur votre site. Elle est en partie accessible, c'est-à-dire qu'elle est vendue, mais on a publié gratuitement quelques articles. Donc, il y a une partie, notamment la synthèse que j'ai présentée, qui est accessible, mais d'autres articles aussi. Les podcasts, eux, sont complètement gratuits et ils sont diffusés tous les 15 jours, un nouvel épisode. Donc, le dernier apparaîtra avant l'été, et donc vous aurez l'ensemble. Ça finit, là on en est au 8e, qui était sur les low-tech justement. C'est la raison pour laquelle je l'ai pris. Et puis, il y a quand même l'intégralité des contenus des ateliers qui ont été restitués et débattus, donc avec les pilotes, les experts durant 1h30, qui sont en ligne sur le site de l'agence accueillante et l'agence d'urbanisme de Brest, mais qu'on peut aussi retrouver via notre site l'AFNO, afno.org. Et vous avez aussi les plénières qu'on avait organisées tout autour de ce sujet de prospective, mais aussi de production politique. Et donc, il y avait notamment Michel Lussot qui était intervenu, et je n'ai plus lu en tête, mais il y en avait plein d'autres, nos élus, Jean Rotner, Patrice Vergrit, Emmanuel Vargon, ministre, qui avait conclu. Enfin, voilà, plein de monde. Et ça, c'est accessible intégralement. C'est un peu long, mais ça peut se mettre en fond sonore pour s'acculturer sur le sujet. Tout est Le podcast, pardon. Ça fait quelle longueur? Alors, chaque épisode fait entre 20 et 30 minutes. 5 épisodes entre 20 et 30 minutes, d'accord. Okay. Bon, bah, écoutez, je crois que c'est bon à noter. Là, s'il y a des questions sur le concours positif futur de la part de l'audience, attendez, il y a une question qui arrive là. Lors de ces présentations, comment abordiez-vous la question de la production de l'énergie en 2050 dans les récits, même si ce n'est pas directement d'urbanisme? Y a-t-il des solutions particulières sur le thème, à part les dispositifs d'économie d'énergie? Alors, il y avait un atelier sur énergie décarbonée, donc vous pourrez vous y reporter, qui est basé alors déjà sur une sobriété énergétique, donc il y a tout l'enjeu de baisser sur tous les champs de production et de consommation énergétique, que ce soit la mobilité, que ce soit bien sûr l'utilisation urbaine. Et puis, il y a toute la transformation avec des énergies renouvelables, décarbonées, mais là aussi qui pose plein de questions en termes de modèle économique et d'organisation dans l'espace. Alors, il n'y a pas longtemps, on a organisé un débat avec nos élus sur zéro carbone avec le président de l'ADEME et le président de RTE, qui est le réseau des transports électriques, qui gère tous les réseaux structurants.
Et c'est vrai qu'un scénario d'énergie décarbonée en 2050, ça suppose énormément d'infrastructures, d'énergie renouvelable. Donc, j'aurais pu dire les quantités, mais en termes de champs d'éoliennes et maritimes et terrestres, de champs solaires. Et tout ça prendra effectivement de la place dans l'espace et c'est l'objet aussi de débats et de discussions sur les paysages. Donc, on est toujours dans des dispositifs qui ont des implications multiples au niveau local, même si on voit bien qu'elles peuvent être au niveau on va dire, d'engagements nationaux ou européens, les efforts quantifiés à faire, l'atterrissage territorial est un exercice complexe. Et on essaye justement de travailler de plus en plus dans les collectivités, dans les agences d'urbanisme, à faire se parler des mondes qui se parlaient assez peu auparavant, notamment le monde de l'énergie et le monde de l'urbanisme ou des collectivités, pour essayer de résoudre ces enjeux territoriaux en trouvant des solutions qui sont toujours des solutions de compromis. Oui, nous avons, enfin, sur la question de la ville décarbonée, il y a des travaux importants qui ont été faits, notamment par un des membres du conseil scientifique, Jacques Tess, que vous connaissez sans doute, et qui a publié un livre il y a quelques années sur la ville décarbonée. Donc, je vous recommande la lecture de ce document. Mais l'observation qu'on peut faire, c'est que ce n'est pas facile d'arriver à la ville décarbonée parce que les dispositifs d'économie d'énergie, ça permet de réduire effectivement de la consommation d'énergie, mais toutes les solutions alternatives, que ce soit les énergies renouvelables comme le solaire, les éoliennes, etc., posent des problèmes au niveau du paysage, des problèmes de stockage aussi. Évidemment, le nucléaire peut être la solution, c'est propre, mais on connaît toutes les discussions autour du nucléaire avec les enjeux des déchets qui posent des problèmes assez insolubles. Et si on reste avec des processus de croissance économique, on ne peut pas résoudre entièrement les besoins, enfin répondre aux besoins entièrement avec les énergies renouvelables classiques. Le nucléaire devient indispensable et continuer à utiliser les énergies fossiles, on connaît les conséquences sur les gaz à effet de serre. Donc en fait, la question de la ville décarbonée ne peut pas se poser sans s'interroger sur des limites à la croissance, d'une manière ou d'une autre, compte tenu des technologies aujourd'hui disponibles. C'est un peu le sentiment qu'on peut avoir compte tenu des limites de toutes ces technologies. Nous approchons de la dernière minute, donc nous vous remercions à nouveau vivement pour cette intervention à deux voix. L'ensemble de ce webinaire sera posté sur le site de Positive Future. Et voilà, donc je voulais vous remercier très vivement. Et peut-être Simon, du côté de l'Institut d'études avancées de Paris, co-organisateur de cet exercice, va peut-être nous dire quelques mots pour finir. Je voulais également remercier les intervenantes, rappeler l'adresse de notre site pour le concours Positive Future, donc c'est www.positive-future avec un e.org, où vous pourrez trouver des ressources, les vidéos des précédents webinaires et où vous pouvez candidater pour donc, ce concours qui vise à imaginer des visions positives du futur à l'horizon 2100. Je sais que la prospective est un exercice difficile, ça l'est à 10 ans, encore plus à 20 ans, et je pense qu'il
Karine et Brigitte peuvent en témoigner. Donc à 100 ans, ça n'est pas évident, mais c'est le pari qu'on a fait pour aussi libérer les imaginaires. Donc on espère que vous participerez nombreux, et puis n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez à l'adresse info@positivefuture.org. Et on vous donne rendez-vous très bientôt avec des nouveaux webinaires, et en particulier la semaine prochaine, le 27, si je ne me trompe pas, avec un webinaire où on parlera des styles de vie dans le futur. Un webinaire en anglais, cette fois-ci, avec le directeur de la Fondation internationale pour la prospective. Oui, c'est la World Future Studies Federation. Exactement. WFSF. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Merci et au revoir à tous et merci à nouveau.